Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, aspect général de la chrétienté avant la Réforme au XIVe et XVe siècle. Suite. Chapitre 1er. Les ordres religieux. Page 690. 1. Les bénédictins. L'ordre bénédictin tomba à cette époque en décadence, surtout à cause des abus de la noblesse qui considérait les monastères comme des fiefs de famille. D'où l'admission de jeunes enfants auxquels on confiait parfois des bénéfices et des charges importantes, l'envahissement des abbayes par des personnages sans vocation qui ne voulaient point entendre parler de réforme, l'abus des lettres papales d'expectative. Il faut ajouter l'admission fréquente, volontaire ou imposée, de religieux mendiants, surtout franciscains, avides de se procurer des bénéfices réguliers qui leur permettraient de mener une vie aisée et indépendante. L'esprit mondain pénétra presque partout. Benoît XII tenta la réforme par la bulle Summi Magistri du 20 juin 1336, connue sous le nom de bulle bénédictine. Son objectif principal fut de remettre à l'ordre plus de cohésion en partageant toutes les maisons entre 35 provinces où se tiendraient chaque année des chapitres provinciaux. Des commissaires extraordinaires devaient veiller au rétablissement de la discipline. Cependant, la bénédictine n'obtint que des résultats médiocres. Seule l'érection de congrégations locales amènera en certains endroits une véritable réforme. Dès 1312, le bienheureux Bernard Ptoléméi fonda près de Sienne, dans la solitude d'Ancona, un monastère bientôt appelé Mont-Olivet, approuvé par Jean XXII en 1318 et confirmé par Clément VI en 1344. La congrégation olivétaine fonda dans l'Italie centrale des abbayes telles que Gubbio et Foligno. Don Luis Barbeau instaurait à Sainte-Justine de Padoue une congrégation qui, approuvée par Martin V en 1417, gagna tous les monastères d'Italie, y compris l'abbaye du Mont-Cassin, dont elle prendra le nom en 1505. Sur son modèle, s'érigeant en Espagne durant le XXe la congrégation de Valladolid, qui finira par englober toutes les abbayes espagnoles, et qui à son tour donnera naissance à la congrégation du Portugal, avec ses dépendances brésiliennes vers 1560. Puis à la congrégation anglaise, qui durant la Réforme s'établira sur le continent, en France surtout. Les conciles de Constance et de Bâle voulurent restaurer la vie monastique en Allemagne, et remirent en vigueur l'obligation de tenir tous les 3 ans des chapitres provinciaux selon les prescriptions de la bénédictine. Mais ces chapitres manquaient d'autorité, et d'ailleurs les divergences disciplinaires et liturgiques les empêchaient de légiférer pour l'ensemble des monastères. Comme en Italie, il y eut des essais de réforme locale. Le premier fut tenté avant le concile de Constance par le monastère de Castel, au diocèse d'Eichstätt. Il était naturel qu'on prît modèle sur les monastères réformés d'Italie. L'abbaye de Subiaco, habitée depuis le milieu du XVe siècle par plusieurs religieux allemands, possédait des coutumes particulières appropriées aux besoins de l'époque et qui y avaient restauré la discipline. Le renom de son prieur, l'abbé Nicolas de Matzen, porta Albert d'Autriche à requérir son aide. Il s'établit à l'abbaye de Melk. Les coutumes de Melk s'introduisirent dans nombre d'abbayes, non seulement en Autriche, mais aussi en Bavière, grâce à l'appui des évêques de Passau, de Freising et de Salzbourg. Il se forma une confédération, plutôt morale que réelle, et qui prit le nom d'observance ou d'union particulière. Par contre, la réforme de Bursfeld, destinée à grouper les monastères de Saxe, de Thuringe et des vallées du Rhin et de la Moselle, aboutit à une véritable congrégation. Elle fut organisée par Jean d'Oederoth, abbé de Clus, que le duc de Brunswick appela à réformer saint Thomas de Bursfeld, non loin de Münden, sur la Vézère.
Aidé par le concile de Bâle qui lui confia la mission de visiter et de réformer les provinces de Mayence, Cologne et Trèves, il put exercer une heureuse influence. Son successeur Jean de Naguen résolut d'établir entre les différents monastères réformés une union basée sur la conformité disciplinaire et liturgique et sur la convocation annuelle de chapitres particuliers. Nicolas de Cuse, lors de sa grande légation en Allemagne, favorisa de tout son pouvoir la congrégation de Bursfeld. Elle comptera jusqu'à 136 monastères d'hommes et 42 de femmes. 2. Les ordres mendiants. Les frères prêcheurs connurent aussi dès le XIVe siècle une certaine décadence. En France notamment, les ravages de la peste noire dépeuplèrent les couvents dominicains. Un nouveau régime s'établit qui prit le nom de conventualité. D'après elle, si le religieux appartient toujours à son couvent, il pratique pourtant une vie plus ou moins privée. En effet, d'une part on distribue les bénéfices du couvent entre les frères, d'autre part on partage la diète conventuelle ou territoire sur lequel s'étend la prédication en termes ou secteurs comprenant des villes et des villages. Chaque terme d'importance variable était desservi par un père qui en percevait les bénéfices, quitte à en abandonner une part au couvent pour les frais généraux. Les termes les plus considérables échurent naturellement aux religieux les plus capables, d'où formation d'un haut et d'un bas clergé dominicain. Raymond de Capoue, le confesseur de Sainte Catherine de Sienne, devenu maître général de l'ordre, résolut d'opérer une réforme basée sur ce double principe. Premièrement, ne rien innover, mais remettre seulement en pratique les observances primitives telles que les fournissaient les constitutions. Deuxièmement, dans ce but, former dans chaque province des couvents d'observance, véritables pépinières, où seraient appelés des religieux zélés qui se rendraient ensuite dans les autres maisons pour y porter la vie régulière. Muni de plein pouvoir par le chapitre général de Vienne de 1388, il publia un décret de réforme authentiqué par Boniface IX en 1391. Il désigna à Venise l'ancien couvent de Saint-Dominique pour devenir le centre de la réforme et y appela le bienheureux Jean Dominici à titre de vicaire général. Celui-ci rétablit l'ancienne discipline à Chioggia, à Città di Castello et au couvent des Saint-Jean et Paul à Zarepolo. Bientôt Raymond de Capoue étendait ses pouvoirs de vicaire général aux maisons réformées dans toute l'Italie, en 1396. Un autre auxiliaire du bienheureux Raymond fut Conrad de Prusse, qui, nommé vicaire général pour l'Allemagne, rétablit l'observance régulière à Colmar, en Nuremberg 1396 et Utrecht 1397.